1871, au traité de Francfort, la France, vaincue, doit céder à l'Empire allemand qui vient d'être proclamé, l'Alsace et une partie de la Lorraine. Le Reichsland est créé. La nouvelle frontière française est quasiment dépourvue de fortifications. Le gouvernement français, voulant la sécurisation de cette nouvelle frontière, décida, dès 1874, de créer de toutes pièces un système fortifié. Celui-ci fut conçu par le général Céré de Rivière. Il comportait, en Lorraine, 4 places fortes, Verdun, Toul, Épinal et Belfort, et entourait ces villes d'un cercle de forts. Une autre place forte était située plus à l'est de la frontière, à Langres. Entre ces points fortifiés, s'égrenaient des forts isolés de liaison. Un vaste espace, appelé la Troe de Charme, était laissé libre, entre les places fortes de Toul et d'Épinal. L'objectif était d'attirer l'armée allemande dans une nasse, entre les 3 places fortes de Toul, Épinal et Langres, de l'encercler et de l'obliger à capituler. Pour canaliser l'ennemi, il était prévu de créer des forts d'arrêt situés à des nœuds de communication, routes, chemins de fer, qu'il ne fallait pas que les Allemands s'emparent. Du côté du Reichsland, 4 places fortifiées avaient été créées autour de Thionville, Neubrisac et surtout autour de Metz et de Strasbourg. Pour l'état-major, ce système fortifié était insuffisant, dans la perspective du plan de guerre élaboré par le général Schlieffen. Le plan Schlieffen, tenant compte du fait que les armées françaises se trouvaient en grande partie massées à la frontière lorraine, avait prévu d'envahir par surprise la Belgique, puis d'effectuer un vaste mouvement tournant, afin d'acculer les armées françaises dans le quart nord-est de la France, et de les amener à capituler en quelques jours. L'armée allemande aurait alors le temps de se porter sur la frontière russe, pour vaincre l'armée du tsar. Pour que le plan Schlieffen réussisse, il fallait, à tout prix, éviter que les armées françaises aient la possibilité d'envahir l'Alsace puis le Reich. Pour cela, il était nécessaire de créer un puissant fort d'arrêt, capable d'arrêter toute incursion française. Cette considération conduisit à la création du fort de Mutzig, appelé Fest Kaiser Wilhelm II. À cet égard, le choix du site de Mutzig était judicieux. Il bloquait toute attaque venant à la fois du sud, en barrant latéralement l'Alsace, et de l'est provenant de la vallée de la Bruche. Le site choisi est la dernière colline sous-vosgienne vers la plaine d'Alsace et la dominant. Cette colline culmine à presque 400 mètres, et dispose de pentes suffisamment raides pour être facilement défendue. Il était prévu de créer une large circonvallation, et, dans le périmètre ainsi délimité, de construire 5 forts. Les travaux débutèrent en 1893. Seuls 2 forts furent construits, les forts Ouest et Est. Le reste du projet dut évoluer du fait de l'efficacité croissante de l'artillerie. Désormais, les constructions maçonnées en pierre ou à briques sont vulnérables. Seul le béton armé enterré est capable de résister aux obus. C'est dans ces circonstances qu'on décida de disperser les fonctions du fort sur une vaste aire, en les enterrant et en les reliant, si nécessaire, par des galeries souterraines. Afin d'illustrer mon propos, j'ai choisi de montrer les installations du quart sud-ouest du Fest Kaiser Wilhelm II, dans le secteur du Fort Ouest, construit en béton. Une fortification de ce type possède 2 missions. Il faut interdire à un ennemi de progresser sur la route que le fort est censé défendre, mais il faut aussi le défendre contre une attaque de l'infanterie ennemie.
Cela explique la présence d'abord d'abris d'infanterie d'où il est possible de sortir en cas d'attaque, afin de se rendre dans les tranchées de tir. Ces tranchées de tir disposent aussi de tourelles à canon de 55 qui seront ensuite remplacées par des mitrailleuses. De part et d'autre des tranchées de tir, sont situées des batteries de canons. La plus puissante est la batterie numéro 4 située au-dessus de la vallée de la Bruche qui comporte des canons de 105 mm de 85 tonnes, capables de tirer 9 coups par minute, avec une portée maximale de 13 km. Ce n'est pas dans le secteur sud-ouest que l'association du fort de Mutzig organise les visites, mais à l'extrême nord de celui-ci. Passé l'entrée, on chemine dans le fond du fossé pour accéder au coffre de Contrescarpe. Puis le visiteur se rend, par un ensemble de galeries, jusqu'à l'abri d'infanterie numéro 1. Suit un long parcours dans la galerie souterraine reliant l'abri d'infanterie numéro 1, jusqu'à l'abri d'infanterie numéro 16, avant de sortir pour voir les tranchées de tir et la batterie d'artillerie numéro 1. Le coffre de Contrescarpe, situé à l'angle formé par le fossé, fut construit en béton armé entre 1914 et 1916. En avant, était creusé un fossé diamant, ayant pour fonction de recueillir les décombres causés par les tirs ennemis, afin de ne pas obstruer les fenêtres de tir. Ce coffre de Contrescarpe possède 3 chambres de tir. Chacune comporte des embrasures pour mitrailleuses, projecteurs électriques et postes d'observation protégés par des volets blindés. Les mitrailleuses MG8 remplacèrent progressivement les canons à tir rapide de 53 mm. Elles permettaient de tirer jusqu'à 500 coups par minute. Les crochets sur le mur permettaient d'installer des hamacs si les défenseurs de la casemate étaient bloqués. Les casemates étaient couvertes de tôles ondulées galvanisées. La tôle était utilisée comme un coffrage perdu, permettant une construction plus rapide qu'avec un coffrage en bois. En quittant la casemate de Contrescarpe, on se trouve dans une galerie creusée entre les 2 fossés que comporte le Festung à cet endroit. Le long de cette galerie ont été creusés en 1916, par des prisonniers de guerre russes, des débuts de galeries de contre-mines orientées vers l'ennemi. Pour être efficaces, elles devaient passer sous le fossé. La galerie souterraine reliant le coffre de Contrescarpe et l'abri d'infanterie numéro 1. Ce type de galerie ovoïde correspond à la nécessité, dans la perspective d'une architecture éclatée, de relier les différentes parties du fort. La forme ovoïde a été créée pour résister à la pression latérale des sols compactés par les explosions. La galerie utilise des claveaux trapézoïdaux de béton. Elle comporte un système d'évacuation des infiltrations d'eau et des eaux usées, des conduites d'eau propre et des chemins de câbles électriques et téléphoniques. Des portes blindées précédées de grilles, et pourvues de trous de tir assurent sa défense. L'abri d'infanterie numéro 1 est construit sur 2 niveaux entre 1900 et 1910, en béton, avec des murs de 2,50 m d'épaisseur, et comporte 2 niveaux, un niveau aérien et un niveau souterrain. Il était électrifié, et disposait d'aménagements modernes pour l'époque, éclairage, ventilation, alarme électrique. Les câbles électriques arrivaient de l'abri 16, où se trouvait une centrale électrique, qui alimentait aussi la batterie d'artillerie numéro 1. Dérogeant au circuit de visite, je montrerai d'abord l'abri d'infanterie numéro 1,
vue de la surface à l'air libre du fort. Le niveau supérieur comportait une longue façade pourvue de portes et de fenêtres, donnant sur les tranchées de tir. De ce fait, il était vulnérable aux tirs d'artillerie ennemie. En conséquence, certaines portes et toutes les fenêtres furent occultées par des plaques de blindage. Seules furent maintenues les portes indispensables au fonctionnement de l'abri, et en particulier celles nécessaires à l'accès aux tranchées de tir. L'abri pouvait accueillir 300 hommes, et devait permettre de résister pendant 3 mois en complète autonomie. Une chambrée de l'abri d'infanterie 16. On en voit bien la structure, plafond en berceau surbaissé, gaines de ventilation, câbles électriques. Les chambrées permettaient de loger 24 hommes. Il était prévu que chaque homme doive disposer d'une superficie de 1,20 m². L'étagère supérieure était destinée à déposer le pactage. Les couchettes peuvent être converties en banquettes pour s'asseoir et prendre les repas. Les chambrées étaient pourvues d'un poêle, mais il n'était allumé que la nuit pour éviter que la fumée ne soit vue de l'extérieur. Les conditions de vie étaient sommaires, promiscuité constante, bruit permanent de la ventilation, odeur, humidité, nuisibles et parasites étaient le lot des soldats. Beaucoup devaient déprimer et cafarder. Un lavabo servait à la chambrée pour tous les usages, toilettes, vaisselle, boissons, lessive. Au-dessus était inscrit que c'était là qu'il fallait faire la vaisselle, et qu'il était interdit de salir. Les repas sont préparés la nuit, afin de ne pas trahir l'abri par les fumées des foyers. À la fin de la nuit, le contenu des marmites est transvasé dans une grande marmite avec un bain-marie qui maintient la nourriture chaude. La ration quotidienne comporte 750 g de pain de seigle et de froment, 375 g de viande salée, du riz et des légumes séchés, pois, haricots, lentilles, café ou thé. Les bacs à nourriture font face aux râteliers portant les fusils. Les soldats viennent chercher leur pitance, et mangent dans les chambrées. L'utilisation de l'électricité a permis, pour la première fois, d'installer les toilettes à l'intérieur des abris. Le système de ventilation électrique permettait, en effet, d'évacuer le méthane qui se développait dans la fosse septique et dont l'accumulation pouvait conduire à des odeurs pestilentielles et même à des explosions de gaz. Une inscription indique qu'il faut fermer le couvercle. Une cuvette était prévue, en moyenne, pour 25 soldats. Face aux cuvettes se trouvait l'urinoir. 4 puits ont été forés sur la colline, un dans chacun des forts, un dans la batterie 6, et un dans l'abri d'infanterie visité. Leur profondeur varie de 94 à 232 mètres. L'eau est montée par des machines à vilebrequin alimentées par un moteur diesel. Chaque puits pompait 2000 litres par heure dans les réservoirs. Chaque soldat avait à sa disposition 20 litres d'eau par jour. Une galerie de 147 mètres relie l'abri d'infanterie numéro 1 à l'abri d'infanterie numéro 16. Elle est ici construite en pierre de taille, et comporte une forme ovoïde. Le long de la paroi courent les câbles électriques. Elle est construite en profondeur, et il faut des escaliers pour accéder à l'abri 16. L'abri d'infanterie 16 est construit entre 1913 à 15,
Il s'étage sur 3 niveaux et est entièrement souterrain. Il permet de loger 400 hommes, et comporte aussi une boulangerie, une centrale électrique, et un hôpital. Ce sont ces 3 implantations que je décrirai. Le fort comportait 6 boulangeries. Celle-ci est la seule à être conservée. Le pain est un mélange de seigle et de froment appelé comisbro. Il se conserve de 6 à 8 jours. La pièce comporte un pétrin, mu par un moteur électrique, permettant de préparer 300 kg de pain en 15 minutes. Le four, conçu à l'origine pour les bateaux, ne se fissure pas en cas de vibration due à des bombardements. Il est alimenté en charbon. Celui-ci chauffe des tuyaux emplis à 10% d'eau, permettant une cuisson continue. On ne fait pas de feu le jour pour éviter d'être repéré de l'ennemi. Des pièces annexes permettent de stocker la matière première et les pains. Il existe 4 centrales électriques dans le fort. Ces centrales sont réparties ainsi, une dans chacune des 2 forts est et ouest, une dans la batterie d'artillerie numéro 6, et une dans l'abri d'infanterie numéro 16, ouvert à la visite. Elles sont équipées de moteurs diesel à démarrage rapide, grâce à un système d'injection à haute pression. L'atelier de la centrale électrique comporte un réservoir à air comprimé, nécessaire au démarrage des moteurs. Il comporte aussi des pompes d'eau de refroidissement. Cette eau doit être déminéralisée. L'abri 16 est le seul à comporter un hôpital doté d'une unité médicale complète, avec salle d'opération. Vers 1910, un règlement imposa la création de telles implantations dans les forts. Un sas permettait de sortir de l'abri 16 pour se rendre dans les tranchées de tir. Ce sas comporte 2 portes blindées, permettant de sortir même en cas d'obstruction de la porte par des gravats. Les tranchées de tir ont pour but de protéger le fort contre des attaques d'infanterie. Le fort en comporte 16. Elles sont formées de parapets de tir, d'observatoires en tôle, de niches à munitions et de tourelles sous cuirassement mobile, pour des canons de 53 à tir rapide, puis pour des mitrailleuses. En contrebas se déploie un glacis, large d'environ 50 mètres, puis un réseau de fils de fer de 15 à 25 mètres de large. Construite entre 1899 et 1900, la batterie d'artillerie numéro 1 comporte 4 tourelles avec un observatoire cuirassé. Les tourelles, sous bouclier pivotant sur socle, avaient été initialement développées pour la marine. Elles pouvaient être orientées à 360 degrés, la manivelle à gauche du canon permettait la rotation. La manivelle vers l'avant servait à régler la hausse. 25 artilleurs desservaient une tourelle. La batterie est conçue pour être autonome. Aucune galerie ne la relie à d'autres éléments du fort. Elle est alimentée en eau et en électricité depuis l'abri d'infanterie numéro 1. La portée de tir était de 10 à 13 km. Les canons étaient de 105 mm. 10 tourelles de ce type ont été installées à Mutzig, 4 à la batterie 1, 3 à la batterie 3, 3 à la batterie 4. En dessous des structures à l'air libre, se trouve un étage souterrain permettant le stockage des munitions. Le fort prouva son utilité en 1914. Le 10 août, soit seulement 7 jours après la déclaration de guerre, les Français s'engagent dans la haute vallée de la Bruche et atteignent Lutzelburg à 11 km de Mutzig. Ils seront arrêtés par l'artillerie du fort et furent obligés de se replier.
Ce fut le seul combat que le fort livra pendant toute la Première Guerre mondiale.